Salut à tous, c'est Raphaël. On se retrouve pour une petite vidéo explicative de physiologie. Aujourd'hui, on va pas faire de chimie, on va plutôt faire de la physio, donc même de la neuro, comme j'ai dit. Et on va parler de conduction membranaire et de conduction nerveuse, donc de conduction de l'information sur les neurones. Voilà. C'est un cours qui est pas très long. Là, il n'y a que 8 diapos. En gros, je vais faire un petit récap de toutes les diapos, des choses les plus importantes à savoir et à comprendre. Et ce sera tout. Ce sera déjà pas mal parce que c'est un cours qui donne quand même des informations très importantes. Et ces informations vous serviront. C'est un peu un bagage en fait pour plus tard, ou même pour d'autres cours de physio, puisqu'il y a beaucoup de notions très importantes à avoir ici. D'ailleurs, c'est bien aussi que vous ayez les notions des cours d'avant en neuro pour comprendre celui-là. Je pense par exemple à la constante lambda, mais on verra après. Donc là, on a un petit schéma d'un neurone avec les dendrites, donc qui sont les afférences, là où l'information arrive. On voit des épines dendritiques qui permettent d'augmenter la surface de contact. C'est ce qui est ici, là, les épines dendritiques. Ça augmente juste un petit peu la surface de contact entre les dendrites et ce qui arrive souvent des axones. Le corps cellulaire ou soma ici, puis l'axone ici, qui constitue donc l'efférence du corps cellulaire. Donc là, d'où part l'information, et pas là où elle arrive. On nous explique que les potentiels d'action PA sont propagés grâce à des dépolarisations, qui sont faites par l'ouverture de canaux sodiques, donc Na+, et des repolarisations, ouverture de canaux potassiques, K+. Ça, je pense que vous devez le savoir, mais on va le revoir de toute façon. Ici, on parle en premier de fibres non myélinisées. Ok ? Là, on voit ce qu'on appelle une fibre donc non myélinisée. C'est souvent des petites fibres, déjà ça c'est important que vous le sachiez. On a ici 1,3 micromètre, 1,3 microns de diamètre. Souvent, c'est pas des grosses fibres. Ça arrive, mais c'est quand même très rare. Les grosses fibres, en général, retenez ça, les grosses fibres sont myélinisées. En physiologie. Après, en pathologie, c'est pas toujours pareil. Mais les grosses fibres sont myélinisées et les petites ne le sont pas, en général. Ici, on a donc un potentiel d'action et on voit une entrée de Na+, et des sorties de K+, par des canaux de fuite ou des canaux KV, là, qui veulent dire V, ça veut dire voltage dépendant. Et donc, cela crée des potentiels d'action. Je pense que je vous apprends rien si je vous dis que la dépolarisation c'est ça, donc ça c'est entrée de Na+, et la repolarisation c'est ça, donc sortie de K+. Je pense que ça c'est clair. Un truc majeur à comprendre, c'est que sur une fibre non myélinisée, les canaux sont répartis uniformément en fait. Enfin, oui, même de façon homogène. Ils sont dessus, ils sont un petit peu partout, un peu bien. Je veux dire, il n'y a pas d'endroit précis où ils sont mis. Contrairement aux fibres myélinisées. Sur un axone non myélinisé, ils peuvent être un petit peu partout. Il y en a à peu près le même nombre, mais ils sont un peu partout, ce qui fait que ça peut être plus ou moins anarchique, l'information des potentiels d'action et des potentiels locaux. On voit aussi que la constante d'espace lambda est courte, car elle dépend de la résistance membranaire, et la résistance membranaire est faible. Ça, vous devez le savoir aussi. Ça, vous devez revoir d'anciens cours si vous ne comprenez pas ça, que lambda, c'est racine de résistance membranaire divisé par racine de résistance interne. On voit aussi que la vitesse correspond tout simplement à la racine de D, donc racine du diamètre en centimètres, en microns, et qui nous donne du coup une vitesse en mètres par seconde. Donc par exemple, si on a 1 micron de diamètre, ça donne une vitesse d'1 mètre par seconde. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je passe à la suite. Hop. Ici, sur une fibre myélinisée, on va donc avoir une propagation qui va être dite saltatoire. Ici, les canaux sont répartis seulement à des endroits bien précis. On a les canaux NaV, donc les canaux de sodium, qui sont au niveau des zones nodales des nœuds de Ranvier, alors que les canaux KV de repolarisation sont au niveau des zones juxtaparanodales des nœuds de Ranvier.
le plus important à comprendre, c'est qu'ils sont tout simplement, les canaux sont au niveau des nœuds de Ranvier. Et la propagation va se faire de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, tout simplement. Bon, ici, la constante d'espace lambda va être longue, car la résistance membranaire sera forte, sera importante. Car on a une gaine de myéline, c'est un peu comme une gaine autour d'un câble, tout simplement. Hop, ici, on a quelques relations qui sont très importantes à savoir, tout ce qui est ici, là. Hop. Savoir que l'épaisseur de la gaine de myéline, enfin vous verrez, mais que l'épaisseur de la gaine de myéline est égale au diamètre de la fibre sans myéline divisé par 4, enfin D sur D égale 2 tiers, distance internodale égale 200 grand D c'est avec la gaine de myéline, vitesse 4 grand D, ça c'est vraiment important que vous le sachiez, il y aura souvent des exercices là-dessus. Retenez que la vitesse moyenne sur une fibre myélinisée est de 60 mètres par seconde. Et voilà. Ah oui, il y a un petit truc aussi que vous pouvez savoir qui est quand même important à comprendre, c'est que la période réfractaire, elle sera plus courte sur une fibre myélinisée. Parce que tout simplement, ce sera mieux gardé, il y aura moins de perte d'énergie. Donc on va refaire un potentiel d'action plus facilement que sur une fibre non myélinisée. Voilà, ici. Voilà, que sur une fibre non myélinisée, où la période réfractaire sera plus longue. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. C'est plutôt important. Ici, on a une petite diapo qui nous parle simplement des avantages de la myélinisation et donc des fibres myélinisées. On voit qu'on a un gain de temps, que si D égale 10 microns, sans gaine de myéline, la vitesse est vraiment largement inférieure. On a 3 mètres par seconde contre 60 avec une gaine de myéline. On a un gain d'espace, puisque du coup les fibres sont plus petites, mais du coup la myéline augmente la vitesse, alors que sinon on devrait avoir des très grosses fibres pour avoir beaucoup de résistance. Pour avoir une grosse fibre qui conduit beaucoup d'énergie. On a un gain d'énergie, en effet, on a les fuites ioniques, donc les sorties de K+, et les repolarisations qui sont seulement au niveau des nœuds de Ranvier, car les canaux ne sont uniquement à cet endroit-là. Gain de sécurité, on ne perd pas de signal, et ça c'est super important. Quelles sont les conséquences de la démyélinisation ? Souvent on a la démyélinisation sur des maladies, comme le prof a dû vous en parler, mais comme le Charcot-Marie-Tooth, qui touche, la forme la plus connue, c'est une forme qui touche la protéine PMP22. Je vous le dis comme ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sûr. Il y a le syndrome de Guillain-Barré aussi, qui constitue la démyélinisation. Donc tout ça, ça va donner de la perte de temps. Ça va aller moins vite, tout simplement. Perte d'énergie. Il va falloir mettre plus d'énergie pour atteindre la même énergie qu'on avait avant, avec une gaine de myéline qui gardait bien tout au milieu. C'est un peu comme la chaleur quand on essaie de chauffer une maison, quoi. Enfin, on n'a pas du tout d'isolation, quand on n'a pas de gaine de myéline, et du coup toute la chaleur va sortir. On a aussi une perte de sécurité, des blocs de conduction. Je pense à la syndrome de Guillain-Barré par exemple, où il y a des blocs de conduction, où ça peut se bloquer à certains moments. Et les deux derniers trucs sont un petit peu moins importants. EFAPS, ça c'est pas à savoir, mais instabilité, décharge répétitive, risque d'excitation de voisinage, c'est des trucs qui existent, mais qu'on vous demandera sûrement un peu moins que la perte de temps, perte d'énergie et perte de sécurité qu'on a vu avant. Ça c'était pathologiquement, mais physiologiquement, on a des fois des variations. Donc on a la température par exemple, après 1 degré Celsius, donc moins 1 degré Celsius ou moins 1 Kelvin, c'est la même chose, on a 1,5 mètre par seconde de vitesse qui est perdue. Donc ça va un petit peu moins vite quand on a froid, tout simplement. Avec l'âge, on voit qu'à la naissance, nos grosses fibres font en général 20 mètres par seconde. On ne le voit pas, mais je vous le dis. Alors qu'à la naissance, c'est plutôt 20 mètres par seconde, les grosses fibres, et elles iront jusqu'à 60 mètres par seconde avec le temps, avec la croissance. On observe aussi que notre maximum de myélinisation et de vitesse, tout simplement, donc, est atteint à 20 ans, et qu'ensuite, on va faire que décroître avec le temps. On a une augmentation qui est quand même bien rapide, entre 0 et 5 ans, et ça va se stabiliser, puis décroître ensuite. Maintenant, on a
on a les classifications, voilà, les classifications, donc on a plusieurs classifications des différentes fibres. On voit en fonction de la taille et de la vitesse, donc diamètre, vitesse, on va classer ici du plus rapide et du plus gros jusqu'au plus petit et au moins rapide. Donc tout ça c'est millénisé, et quand on a ici 0, c'est-à-dire que c'est pas millénisé, ce qu'il y a ici, même ici. Enfin ici. Sur cette diapo-là, qui est toujours un petit peu compliquée, retenez ce que vous a dit le prof en fait. Retenez les correspondances entre les fibres. Par exemple, savoir que 1A, 1B, c'est la même chose que 1 alpha sensitif. C'est juste deux noms différents, puisque vous avez vu qu'il y a deux classifications différentes, mais ça correspond à la même chose, c'est juste deux façons de dire différentes. Retenez ce que le prof vous a dit. Moi, j'avais noté des choses importantes, savoir que 1A et 1B, ça correspondait au tact, donc épicritique, et à la proprioception consciente. Que 1A, notamment aussi avec A gamma, pouvait servir avec les fuseaux neuromusculaires et les réflexes ostéotendineux. Donc c'est ce qui arrivait jusqu'aux fuseaux neuromusculaires pour capter l'étirement du muscle. Savoir que 1B, c'est aussi pour de la tension musculaire. Des choses importantes comme savoir que A delta et C, c'est des fibres de la sensibilité thermoalgique, donc chaleur pour C, et A delta c'est le froid, mais elles vont aussi capter la douleur, et vous voyez que les fibres de la douleur sont peu ou même pas myélinisées en fait. Pareil pour les fibres de la température, parce que c'est les mêmes qui véhiculent les deux. Donc vous voyez que ça c'est vraiment peu ou pas myélinisé, ces fibres-là, A delta et C, alors que les fibres du tact épicritique sont très myélinisées. A-alpha, c'est ce qu'on appelle le motoneurone. Donc alpha, c'est celui qui va aller vers le muscle pour exciter le muscle. Donc c'est le motoneurone le plus important qui part de la substance grise de la corne antérieure de la moelle épinière pour aller jusqu'au muscle. On a aussi dans le système nerveux végétatif des fibres B et C. Donc par exemple, je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais des fibres B et C qui peuvent servir dans les organes, entre les ganglions préviscéraux, ça dépendra de l'exemple. Ces fibres sont moins importantes, mais retenez que les fibres du système nerveux végétatif sont peu ou pas myélinisées, encore une fois. C'est ça surtout ce qu'il faut retenir. Surtout les myélinisations, les vitesses un petit peu, ça vous les déduisez en fait, en général. On arrive à la fin avec l'ENMG, voilà, l'électronneuromyogramme. Ici, on a du coup un avant-bras, et on va tester le nerf médian, qui est le grand nerf, vous savez, le grand nerf moteur de l'avant-bras et le grand nerf sensitif de la main. On va tout simplement faire deux stimulations, une ici S2, une S1, et on connaît la distance entre les deux points de stimulation, et on en recueille un peu après sur la main, et on va tout simplement compter le temps de stimulation, donc entre S1 et le recueil, entre S2 et le recueil, et après on fait un petit calcul, vitesse égale D sur temps, donc c'est la distance divisée par latence proximale moins latence distale, et on aura une vitesse qui est de 60 mètres par seconde, parce que le nerf médian est quand même un nerf plutôt myélinisé, même très myélinisé, et un nerf important. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires de la vidéo. Je serai là pour y répondre, ou même d'autres gens seront là pour y répondre. Ce cours n'est pas très compliqué, vous l'avez retenu. Mais surtout, retenez bien ces choses-là de calcul et sachez jongler de l'un à l'autre entre grand D et petit d pour bien calculer. Et essayez de bien apprendre ces diapos-là de gain de temps, gain d'espace, toutes ces choses-là. En gros, les infos les plus importantes. Vous arrêtez pas sur des petits trucs pas très importants, comme ces petits tableaux là qui sont pas à apprendre bien sûr, mais retenez le plus important. Voilà, merci.